Au quotidien, j'ai l'habitude de fustiger les hommes qui vivent avec les femmes sans les avoir épousées au préalable. Je les appelle souvent les voleurs des culs. Mais vous savez, plusieurs hommes ne sont pas contents de vivre cette situation-là. C'est parce que les femmes sont parfois très exigeantes. Mais quand on dit exigeante, parfois exagérément. Elles veulent le mariage de rêve. Elles veulent exactement vivre les mêmes sensations qu'elles ont vues sur les réseaux sociaux. La question qu'elles ne se posent pas, c'est est-ce que je vis la même situation que cette personne qui se marie sur les réseaux sociaux? C'est une question qu'elles ne se posent pas souvent. La question qu'elles ne se posent non plus, c'est comment est-ce que cette personne a fait pour obtenir les fonds qui l'aident à organiser son mariage? Est-ce le travail, son dur travail, le fruit de son dur labeur, ou alors ce sont les dettes, les crédits que la personne a dû accumuler pour se le permettre? Ça, ce sont des questions auxquelles les femmes ne, ne répondent jamais. D'autres questions aussi, c'est que deviendra la vie après ce mariage? Les enfants, si je dois accoucher, et si un de nous tombe malade, et si un de nous décède, et si je suis enceinte et la grossesse est difficile, et si après mon mari perd son travail ou je perds mon travail, qu'est-ce qu'on devient? Et si on avait accumulé les dettes, comment est-ce qu'on fait pour rembourser? Non, loin de moi l'idée de convaincre les femmes que c'est de faire comme moi qui me suis mariée avec 20 personnes maximum, aussi simplement que possible. Non, c'est le plus beau jour de ta vie. Tu as raison de rêver d'avoir le meilleur. Tu as raison de rêver d'ailleurs. Mais quel est ton rêve? Quel est le but de ton rêve? Est-ce que ton rêve peut-il être réalité? Si oui, peut-être dans 20 ans, quand tu seras dans quand tu auras déjà fini de consommer ton concubinage, 20 ans, 4 enfants, en attendant toujours que le mariage ait lieu. Parce que l'homme aura toujours peur que tes exigences soient au-dessus de ce qu'il peut apporter ou de ce qu'il peut soutenir comme dépense. Prenons le cas d'une jeune fille, par exemple, qui n'a pas encore d'enfant et qui veut se marier. Elle veut un mariage de luxe avec 500 invités. En plus de ça, elle travaille. Prenons le cas où elle travaille. Ils doivent contracter des dettes, des crédits bancaires ou des crédits chez les particuliers, les familiers, pour pouvoir financer ce mariage, dans l'espoir que les convives puissent en donner des enveloppes qui vont aider à rembourser. Ou alors, même pas dans l'espoir, mais dans l'espoir de rembourser petit à petit après le mariage. Et qu'après ce mariage, l'homme tombe malade. Ou qu'elle, par exemple, elle tombe gravement malade. Ou même qu'elle perde son travail. Et si elle ne travaillait pas, comment est-ce qu'elle fait pour penser que, elle étant au chômage, ils doivent prendre les crédits pour pouvoir se marier, pour qu'à la fin, ce soit l'homme qui supporte ça sur son dos, en plus de la charge familiale. Donc, voilà des cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a maintenant des cas de figure où vous avez déjà un enfant ou deux enfants et vous décidez de vous marier. Comment est-ce que vous comptez faire vivre cette famille après le mariage si vous avez contracté des dettes? Comment est-ce que vous comptez faire élever les enfants, les envoyer à l'école, subvenir à leurs besoins et s'ils tombent malades après le mariage? Ce sont des questions pertinentes que vous devez vous poser avant de prendre des engagements ou avant de prendre des décisions. Comme je le disais, c'est normal de rêver. C'est normal de vouloir le meilleur. Mais le meilleur ici, c'est dans l'essentiel. Vous êtes en santé. Vous vous aimez. Vous cherchez les témoins. Vous cherchez dans votre entourage 10 personnes qui vous tiennent à cœur. Vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde. C'est vrai que parfois les parents veulent aussi inviter leurs amis, leurs frères, les honneurs et autres. Mais les parents, certains parents comprennent, la plupart des parents comprennent la difficulté qui se cache derrière parce qu'ils ont été mariés, ils ont traversé cette étape, ils comprennent. Et c'est votre choix le plus absolu de dire, papa, tu invites ton meilleur ami, ou tu as deux de tes amis, maman, tu invites deux de tes amis, ça fait déjà quatre, plus les parents, ça fait six. Toi-même, tu invites deux de tes amis et ton témoin, ton mari fait autant, au maximum 50 des invités. Vous êtes OK, vous avez invité les personnes les plus essentielles. Vous passez au plus essentiel qui est le mariage. Vous pouvez encore investir sur les alliances parce que ça doit durer, ça ne doit pas blanchir. Vous investissez encore sur les vêtements parce que ça doit être de qualité. Vous investissez sur le photographe. On vous prend de belles photos,
vous agrandissez, vous mettez chez vous, ou vous gardez dans vos téléphones. Un jour, quand ça ne va pas, vous regardez ces photos, vous rappelez de ces bons moments que vous avez passés ensemble et vous avez encore la force de pardonner et d'avancer ensemble. Je disais, moi, je me suis mariée avec 20 personnes. Et pour être honnête avec vous, c'est moi qui ai convaincu monsieur qu'on le fasse. C'était pas facile. Il y a eu des ressentis des amis après et tout ce qui va avec. Mais lorsqu'on s'assoit aujourd'hui et qu'on en reparle, c'est de loin la plus belle des décisions. Parce qu'effectivement, j'étais enceinte et tout ce qui va avec. Bon, je vous épargne ces détails de ma vie privée. Maintenant, je vais vous prendre l'exemple le cas où vous avez effectivement, vous vous êtes marié, vous avez pris les dettes, vous vous êtes marié, tout s'est bien passé, personne n'est malade, vous êtes là, la femme tombe enceinte ou elle n'a pas le travail et l'homme doit gérer les factures de la maison, gérer les dépenses de la famille et rembourser ses dettes. Naturellement, il sera de plus en plus nerveux parce que la charge sera lourde. Elle sera extrêmement lourde et dont l'atmosphère à la maison sera tendue tout le temps. Il pourra même se réfugier dans l'alcool ou alors vous aurez des problèmes dans le couple à répétition, des disputes et le mépris qui va s'en suivre ne sera que de ouf. Mais quelque chose que vous pourriez bien éviter en prenant simplement le budget que vous aviez ou alors en ouvrant une caisse ou peut-être un compte bancaire bloqué de 2 ans en disant on met telle somme d'argent dedans chaque mois et d'ici 2 ans, le montant qu'on aura, on organise notre mariage aussi simple que possible, sobre que possible, mais aussi élégant et c'est quand c'est moins c'est quand il y a moins de tracasserie que c'est beau, hein. Je vous promets. J'aime quand c'est sobre, j'aime quand c'est simple. Bon, ça c'est moi. Mais je veux dire, c'est quand c'est très simple que c'est vraiment beau et c'est profond en fait. C'est même toute cette énergie qu'on mélange, parler encore toutes ces choses. Après, le mariage ne dure même pas 2 ans. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais ce n'est pas une question à laquelle moi je devrais répondre. Et personne, du moins, tu es la seule personne à répondre, maman, tu as raison, ou ma chérie. Mais il faut penser à la vie après, comme je disais. Et là, on parlait du facteur psychologique ici, le mariage qui ne donne pas. Une des choses que vous devez savoir, vous qui êtes sur le point de vous marier, c'est que l'une des causes de divorce, même si on ne le dit pas, parce que ça passe souvent des petits problèmes, des petites querelles, ce sont les finances. Il y a l'activité sexuelle et les finances, c'est-à-dire le problème de bas-ventre et la gestion d'argent. La gestion d'argent, ça c'est même quand vous deux vous travaillez. Et parfois même quand vous ne travaillez pas et c'est une seule personne qui travaille et il faille que vous vous arrangez à bien gérer, c'est souvent difficile. Ça apporte beaucoup de querelles dans le couple. Ça sépare les gens. Imaginez-vous donc au-dessus de ça, vous avez une dette que vous avez contractée pour les festivités, pour faire manger les gens. Ce n'est pas que vous avez contracté cette dette pour acheter les habits, les alliances, comme je disais, ou alors faire un bon make-up à la femme, lui acheter je ne sais trop quoi. Vous avez contracté pour donner la nourriture aux gens. Ils ont mangé, ils sont partis. Maintenant, vous êtes en train de trimer. Parce que dans tout ça, vous ne faites jamais les examens médicaux. Vous ne faites jamais un bilan. Et lorsque vous finissez de faire ces dépenses, aussi inutiles qu'elles puissent être, je les trouve inutiles, mais pas vous peut-être, vous faites face à la réalité de la vie. Et là, ça part dans tous les sens. Donc, chères femmes, écoutez vos hommes. Le mariage, c'est entre deux personnes. Ce n'est pas entre les familles. Je sais qu'il y a les parents ici que non, je dois inviter mes amis, j'ai été directeur général, tout ça. Mais c'est vous, le couple, qui vous mariez. Et il faut que ce soit très clair pour les parents et pour les familles. Parce que quand le moment de rembourser les dettes va arriver, ils ne viendront pas vous aider. Ils ne vivront pas votre difficulté. Ils ne comprendront pas les difficultés que vous traversez. Votre famille est bien plus importante. Après, à peut-être 15 ans de mariage, de célébration des noces, après 15 ans de mariage, vous pouvez dire, on célèbre les noces et puis maintenant on fait une cérémonie. Là, vous aurez déjà, si vous avez des enfants peut-être de 14 ans, vous aurez déjà donné une certaine base à votre famille. Et là, les dépenses que vous pourriez faire, ce sont vos économies ou alors les bénéfices de vos investissements. Je ne sais pas si je pense mal ou je dis mal. Dites-moi en commentaire. Peut-être c'est moi qui vois peut-être la vie bizarre. Peut-être c'est parce que je suis Bouddha. Je suis dû avec l'argent. Ou je ne sais pas. Parce que j'ai comme l'impression que ce que je dis, les gens ne comprennent pas. Les gens vont me dire, tu essayes de convaincre. Je n'essaye pas de vous convaincre de faire ce que j'ai fait ou de faire les choses simplement. J'essaie de vous dire que vous pouvez me rendre le peu que vous avez tellement grand
que les gens commencent à envier. C'est-à-dire que tu as dépensé moins de 200 000 pour ton mariage. Mais les gens qui te regardent ils sont vraiment étonnés. Ils se demandent, mais tu as peut-être dépensé, je ne sais pas, des millions. Parce que tu as pris petit et tu as transformé ça en or. Mais c'est de la façon, c'est ce que tu avais dans le cœur. Et c'est la façon avec laquelle tu as valorisé le peu que tu avais, qui est vu aux yeux du monde entier comme un grand truc, en fait. Donc, bref, ça c'est ce que je voudrais partager. Je voulais bien partager avec vous dans la vidéo. Pensez à votre vie future avant le mariage. Vous qui êtes sur le point de prendre cette décision. La pression que vous mettez sur le partenaire va vous suivre dans le mariage parce que c'est difficile. Dedans, hein, c'est super difficile. Tenir n'est pas facile. Sans la prière, on ne tient pas. Je vous promets. Sans la prière, on ne tient pas facilement dans le mariage. C'est santé prévention, la daronne de la santé 3.0. Doctoresse Thérèse, infirmière. Tchuss.